Avez-vous déjà pensé que le plus grand secret d'une famille pouvait se cacher non pas dans un testament, mais dans une simple pièce oubliée derrière une cuisine? En 1958, dans une petite ville près de Poitiers, un architecte parisien hérita d'un manoir qu'il pensait connaître, un lieu de pierre, de silence et de souvenirs bien rangés. Mais en ouvrant une porte que personne n'avait touchée depuis des décennies, il découvrit un matelas de paille, posé à même la pierre froide, un lit d'enfant que personne n'avait jamais mentionné. Et ce qu'il allait apprendre, des années plus tard, en interrogeant les anciens habitants de la ville, allait transformer non seulement sa vie, mais le destin de toutes celles qui viendraient après. Restez avec moi, car je vais vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de réalités que l'on préfère souvent oublier, et que vous entendrez ici, dans tous ses détails. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi de quelle ville vous regardez. Cela peut sembler simple, mais votre soutien aide vraiment cette chaîne à continuer à raconter des histoires qui nous font réfléchir sur notre passé, notre dignité et les silences que la société ignore trop souvent. Cette photographie en noir et blanc, prise au début des années 50 dans une petite ville près de Poitiers, montre un détail que personne ne remarque au premier regard. Au centre, la porte de la cuisine de service d'un vieil hôtel particulier, entr'ouverte. À gauche, un mur couvert de mousse. À droite, des seaux en métal et un manche à balai appuyé contre le mur. Et dans le coin inférieur, presque hors cadre, quelque chose qui ressemble à un tas de vieux chiffons. Mais ce n'est pas ça. C'est un matelas de paille, mince comme une feuille, avec un oreiller bas. Le lit de quelqu'un qui dormait littéralement par terre, derrière la cuisine. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette photo changea le destin d'un homme qui croyait hériter seulement d'une maison. En mars 1958, Étienne Delcourt, 34 ans, architecte à Paris, reçut un télégramme lui annonçant le décès de son grand-oncle Armand. L'homme lui léguait le vieux manoir familial dans la province. Étienne avait visité cette maison seulement 3 fois durant son enfance, toujours en visite formelle, entrant par la porte principale, traversant des salons silencieux, loin de la cuisine et des couloirs de service. Il se souvenait vaguement de hauts plafonds, de portraits sévères sur les murs, et d'une odeur de cire d'abeille mêlée à celle du temps qui passe. Le notaire de la ville lui écrivit pour l'informer des formalités d'héritage. Étienne prit le train un vendredi matin, traversant la campagne française sous un ciel gris de fin d'hiver. Il pensait déjà aux aspects pratiques. Vendre, louer ou peut-être rénover pour en faire une résidence secondaire. Sa femme Catherine, restée à Paris avec leur fils de 6 ans, lui avait dit en souriant que cette maison pourrait valoir une petite fortune si elle était bien située. Mais quand il arriva devant le manoir, quelque chose se serra dans sa poitrine. L'édifice était imposant, oui, avec ses 3 étages et sa façade de pierre blanche, mais il portait les marques du temps comme des cicatrices. Le crépi tombait par plaques, le jardin frontal était mal entretenu, les volets hauts pendaient de travers sur leurs gonds rouillés. La petite ville autour semblait figée dans une époque révolue. Les vieux se souvenaient encore de M. Armand Delcourt comme d'une figure de respect. Étienne entra par la porte principale, dont la clé tourna difficilement dans la serrure. L'intérieur sentait le renfermer. La poussière dansait dans les raies de lumière filtrant à travers les volets fermés. Il ouvrit les fenêtres une par une, laissant entrer l'air frais. Les meubles étaient recouverts de draps blancs comme des fantômes. Tout respirait une grandeur passée, figée, presque dérangeante dans son silence. En explorant les pièces, Étienne remarqua immédiatement la séparation rigide entre les espaces nobles et ceux de service. L'escalier principal était large, avec une rampe en fer forgé travaillé, menant aux chambres du premier étage. Mais derrière une porte discrète dans le couloir, il découvrit un autre escalier, étroit en bois sombre aux marches usées, qui descendait vers la cuisine et montait vers les combles. Sur les murs du corridor de service, de petites sonnettes anciennes étaient fixées, chacune reliée à une chambre différente, des numéros gravés sur de petits crochets en laiton terni. Tout était conçu pour que certains appellent et que d'autres répondent, pour que certains soient vus et que d'autres restent invisibles. Au fond du couloir de service, près de la grande cuisine aux fourneaux froids
Étienne trouva une petite réserve vide. À côté, une porte étroite qu'il se rappelait vaguement avoir aperçue enfant, mais qu'il n'avait jamais ouverte. La porte était coincée, gonflée par l'humidité des années. Il dut forcer avec l'épaule pour l'ouvrir. Le battant céda dans un grincement. La pièce était minuscule, pas de fenêtre. Un sol en pierre froide. Et contre le mur, encore là après toutes ces années, le matelas de paille de la photographie, maintenant plus aplati, recouvert d'un drap décoloré. À côté, une paire de pantoufles usées à la pointe. Sur un crochet rouillé pendait encore une robe simple en coton, rongée par les mites, imprégnée d'une odeur de moisi. Étienne sentit un malaise physique l'envahir. Cette maison avait plus de 10 chambres à l'étage, certaines presque jamais utilisées, réservées à des invités qui venaient rarement. Et pourtant, quelqu'un avait passé des années à dormir là, par terre, derrière la cuisine. Cette nuit-là, Étienne dormit dans l'une des grandes chambres du premier étage. Le matelas était moelleux, les draps sentaient la lavande séchée depuis longtemps. Mais il ne ferma pas l'œil. Le contraste entre le confort de ce lit et le souvenir de ce matelas de paille derrière la cuisine ne le laissait pas en paix. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette petite pièce sombre, sans air, sans lumière. Qui avait dormi là? Pourquoi personne n'avait rien dit? Le lendemain matin, une voisine âgée, Madame Fournier, se présenta à la porte avec un gâteau aux pommes et des mots de condoléances. C'était le rituel des petites villes de province. Elle portait un manteau noir, un foulard noué sous le menton, et ses yeux scrutaient Étienne avec une curiosité à peine dissimulée. Ils prirent le café dans le grand salon, assis sur des chaises raides. En parlant de la maison, de l'héritage, des réparations nécessaires, Étienne mentionna presque par hasard la petite chambre derrière la cuisine. La réaction de Madame Fournier fut immédiate. Ses yeux évitèrent ceux d'Étienne. Sa voix baissa d'un ton. Elle posa sa tasse avec un tremblement à peine perceptible. « Ah, le petit réduit. Alors il est encore là. » Après un long silence, elle laissa échapper un nom, presque dans un murmure. « Josette. » Étienne fronça les sourcils. « Josette. » Qui était-ce? Madame Fournier hésita, triturant le bord de sa serviette. « Une enfant que vos grands-oncles avaient recueillie, » dit-elle finalement. « Une petite fille de l'assistance publique. C'était il y a longtemps. Dans les années 30, beaucoup de familles faisaient ça à l'époque. On disait que c'était de la charité. » Étienne sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Une enfant, dormant dans ce réduit sans fenêtre. Madame Fournier se leva brusquement, prétextant un rendez-vous chez le médecin. Avant de partir, elle se retourna sur le seuil de la porte. « Si vous voulez savoir plus, allez voir Paul à la boulangerie, il se souvient. Il se souvient de tout. » Étienne referma la porte derrière elle et resta immobile dans le hall d'entrée. Le silence de la maison semblait soudain peser 1000 tonnes. Il monta l'escalier principal, puis redescendit par l'escalier de service. Il ouvrit à nouveau la porte du petit réduit. Cette fois, il resta plus longtemps à l'intérieur. Il regarda le matelas, les pantoufles, la robe accrochée. Une enfant avait grandi ici, pendant que sa famille dormait dans des lits confortables à l'étage, pendant que des invités prenaient le thé dans les salons, pendant que la vie suivait son cours comme si de rien n'était. L'après-midi même, Étienne se rendit à la boulangerie de la rue principale. La boutique sentait le pain chaud et le levain. Derrière le comptoir, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et aux mains couvertes de farine, le salua avec un sourire poli. Paul Mercier, propriétaire depuis 15 ans, mais livreur de pain bien avant ça. Quand Étienne prononça le nom de Josette, le sourire de Paul s'évanouit. Il essuya ses mains sur son tablier et fit signe à sa femme de prendre la relève au comptoir. « Venez à l'arrière », dit-il simplement. Ils s'installèrent dans la petite réserve, entourés de sacs de farine et d'étagères chargées de moules à pain. Paul commença à parler lentement, comme s'il cherchait ses mots dans des tiroirs de mémoire qu'il n'avait pas ouverts depuis longtemps. Josette Moreau, c'était son nom complet. Elle était arrivée chez les Delcourt en 1937. J'avais 17 ans à l'époque. Je livrais le pain tous les matins. Elle devait avoir 8 ans, peut-être 9.
Une petite chose maigre avec des yeux immenses qui semblaient toujours avoir peur. Les archives de l'assistance publique la mentionnaient comme orpheline de père et mère, placée dans la famille Delcourt pour y recevoir éducation et protection. Sur le papier, tout paraissait respectable. Dans les faits, Paul se souvenait d'une enfant qui venait acheter du pain rassis avec des pièces qu'elle comptait 2 fois pour être sûre d'avoir assez. Elle ne prenait jamais les miches fraîches, seulement celles de la veille, moins chères. Un jour, Paul lui avait demandé pourquoi elle n'allait pas à l'école comme les autres enfants du village. Josette avait baissé les yeux. « Madame dit que j'ai trop de travail à la maison », avait-elle murmuré. « Parfois j'y vais le matin, mais je dois revenir avant midi pour préparer le déjeuner. » Paul avait vu son cahier d'écolière, tout corné, avec à peine 3 pages remplies d'une écriture maladroite. Les autres enfants de son âge en étaient à leur 5e cahier. Étienne écoutait, le cœur de plus en plus lourd, donc elle travaillait. Tout le temps. Paul hocha la tête gravement. Elle faisait tout ce qu'une domestique adulte aurait fait. Porter les seaux d'eau du puits, laver la vaisselle, frotter les sols, aider à la cuisine, allumer les feux dans les cheminées avant que la famille se réveille. Et elle dormait où ? Demanda Étienne, bien qu'il connût déjà la réponse. Paul détourna le regard, dans un réduit derrière la cuisine. Je l'ai su par Suzanne, une ancienne employée de la maison. Elle me l'a dit des années plus tard, quand elle a pris sa retraite. Suzanne dormait dans une petite chambre au grenier. Pas grande, pas confortable, mais au moins elle avait une fenêtre et un vrai lit. Josette, elle, n'avait qu'un matelas de paille sur le sol de pierre. Étienne sentit la colère monter en lui. Mais comment est-ce possible? Comment toute une ville pouvait savoir et ne rien faire? Paul soupira longuement. À l'époque, monsieur Étienne, les choses étaient différentes. Les Delcourt étaient une famille respectée. Ils payaient leurs fournisseurs, assistaient à la messe tous les dimanches, participaient aux œuvres de charité. Qui aurait osé dire quelque chose? Et puis, beaucoup de familles bourgeoises faisaient pareil. Accueillir une enfant de l'assistance publique, c'était considéré comme un acte généreux. Personne ne regardait de trop près ce qui se passait derrière les portes. Étienne quitta la boulangerie avec une liste de noms griffonnés par Paul. D'autres personnes qui se souvenaient. Il passa les jours suivants à les rencontrer, collectant des fragments de mémoire comme on assemble un puzzle dont la moitié des pièces manquent. Suzanne Lambert, l'ancienne employée, vivait maintenant dans une maison de retraite à la sortie de la ville. Elle avait 78 ans et des mains déformées par l'arthrite. Quand Étienne mentionna Josette, ses yeux se remplirent de larmes. « J'aurais dû faire quelque chose », murmura-t-elle. « J'aurais dû parler, mais j'avais peur de perdre ma place, peur de me retrouver à la rue. » Suzanne avait travaillé au manoir Delcourt de 1940 à 1944. Elle décrivit une hiérarchie rigide où chacun connaissait sa place. Josette était au plus bas de l'échelle. Elle n'avait pas le droit de manger à table avec la famille, même quand il n'y avait que les Delcourt. Elle mangeait debout dans la cuisine, après que tout le monde avait terminé, se contentant des restes. Les jours de fête, quand des invités venaient, Josette devait rester invisible, travaillant en silence pour que tout paraisse parfait. Un détail hantait particulièrement Suzanne. Un hiver, en 1941, Josette avait attrapé une fièvre terrible. Elle avait 11 ans, mais elle avait caché sa maladie pendant 3 jours, continuant à travailler, parce qu'elle avait peur. Peur d'être vue comme un fardeau, peur d'être renvoyée à l'orphelinat. Quand Suzanne l'avait trouvée effondrée dans la réserve, brûlante de fièvre, elle avait supplié Suzanne de ne rien dire. « S'il vous plaît, ne dites rien à madame. Je vais aller mieux, je promets. » Étienne serrait les poings en écoutant. « Et elle a guéri. » Suzanne hocha la tête. « Oui, grâce à Dieu. Mais ce jour-là, j'ai compris à quel point cet enfant vivait dans la terreur. Elle n'était pas maltraitée physiquement, comprenez-vous? On ne la frappait pas. Mais elle était invisible, utilisée. Et surtout, elle savait que sa place ici dépendait de son silence et de son obéissance absolue. Le curé de la paroisse, le père Mathieu, se souvenait lui aussi de Josette. À la messe du dimanche, elle s'asseyait toujours au dernier rang, seule, portant toujours la même robe rapiécée. Les Delcourt, eux, occupèrent le 3e banc devant.
celui réservé aux familles respectables. Après l'office, Josette attendait dehors pendant que la famille saluait les notables. Personne ne lui adressait la parole. Elle était là, mais pas vraiment. Comme un fantôme en plein jour. Dans les registres de la paroisse, conservés dans de vieux cahiers jaunis, le père Mathieu retrouva une mention datée de 1937. Josette Moreau, 8 ans, confiée à la famille Delcourt pour éducation et apprentissage des tâches domestiques. Aucune autre mention par la suite. Pas de première communion enregistrée. Pas de confirmation. Rien. Comme si elle avait cessé d'exister pour l'église après son placement. Mais c'est Madame Fournier, la voisine, qui fournit à Étienne le détail le plus déchirant. Un jour de juillet, en 1942, elle avait croisé Josette au marché. La petite portait un panier d'osier beaucoup trop lourd pour elle, rempli de légumes et de viande pour la semaine. Madame Fournier lui avait demandé si elle voulait de l'aide. Josette avait souri, mais c'était un sourire sans joie, mécanique. « Non, merci, madame. J'ai l'habitude. » En repartant, Madame Fournier l'avait vue trébucher sous le poids du panier. Une pomme de terre était tombée et avait roulé dans le caniveau. Josette s'était précipitée pour la ramasser, l'avait essuyée sur sa robe et l'avait remise dans le panier, les larmes aux yeux. Madame Fournier avait compris alors que cet enfant ne pleurait pas à cause de la chute. Elle pleurait parce qu'elle avait peur de se faire gronder pour avoir perdu un légume. Des années plus tard, en racontant cette scène à Étienne, Madame Fournier pleura. Nous savions tous, nous avons tous vu, mais personne n'a rien fait. Nous nous sommes dit que ce n'était pas nos affaires, que les Delcourt savaient ce qu'ils faisaient, que c'était mieux pour elle que l'orphelinat. Nous nous sommes mentis à nous-mêmes, et cet enfant a payé le prix de nos silences. Étienne retourna au manoir ce soir-là avec une liste de dates griffonnée sur un carnet. Il s'assit dans le grand salon, alluma la lampe à pétrole car l'électricité n'avait pas été rétablie partout, et commença à reconstituer la vie de Josette, comme un architecte dessinerait les plans d'un bâtiment. 1937, arrivée à 8 ans. 1945, disparition à 16 ans. 8 années entières passées dans cette maison. 8 années à dormir sur la pierre froide derrière la cuisine. Il se leva et marcha jusqu'au réduit. Il s'agenouilla sur le sol. La pierre était glaciale, même en mars. Il essaya d'imaginer une fillette de 8 ans s'allongeant là pour la première fois, terrifiée, seule dans l'obscurité totale. Aucune veilleuse, aucun bruit réconfortant. Juste le silence épais des murs et, peut-être, le ronflement lointain des habitants endormis dans leur lit moelleux à l'étage. Les témoignages qu'il avait collectés formaient maintenant une image précise et cruelle. Josette se levait tous les matins à 5h30. Elle devait faire ça en silence absolu, car réveiller la famille était considéré comme un manque de respect. Elle allumait d'abord les feux dans les cheminées des pièces principales, pour que la maison soit chaude quand les Delcourt descendraient prendre leur petit déjeuner. Puis elle aidait la cuisinière à préparer le café, les tartines, les confitures. Elle dressait la table dans la salle à manger, mais elle ne mangeait pas avec eux. Elle attendait dans la cuisine, debout, qu'ils aient terminé. Ensuite seulement, elle avait le droit de manger les restes, rapidement, avant de commencer la vaisselle. Suzanne avait raconté que Josette faisait semblant d'être rassasiée, mais qu'elle avait souvent faim. Les portions qu'on lui donnait étaient maigres. Pas par cruauté intentionnelle, mais par indifférence. On ne pensait pas à elle comme on pense à un enfant qui grandit et a besoin de nourriture. On pensait à elle comme à une fonction, une aide, une petite machine qui devait continuer à fonctionner. Les dimanches étaient particulièrement difficiles. Après la messe, Delcourt recevait parfois des invités pour le déjeuner. Ces jours-là, Josette travaillait sans arrêt de 6h du matin jusqu'à 9h du soir. Elle aidait à préparer les plats, servait à table en restant invisible, débarrassait les assiettes, lavait la montagne de vaisselle. Pendant ce temps, dans la salle à manger, elle entendait les rires, les conversations animées, le tintement des verres de vin. Un monde auquel elle n'appartenait pas. Le père Mathieu avait mentionné un détail qui avait brisé quelque chose en Étienne. Personne dans cette maison ne connaissait la date d'anniversaire de Josette. Ni les Delcourt, ni Suzanne, ni personne.
Les registres de l'assistance publique indiquaient vaguement que Josette était née en 1929, mais sans précision de mois ou de jour. Cela signifiait que, pendant 8 ans, cet enfant n'avait jamais célébré son anniversaire. Elle avait vu passer des Noëls, des Pâques, les anniversaires des enfants Delcourt, qui venaient parfois en visite. Mais le sien, personne ne le marquait, personne ne s'en souciait. Étienne pensa à son propre fils, Arthur, 6 ans, à Paris. Chaque année, Catherine et lui organisaient une fête pour son anniversaire. Des ballons, un gâteau, des cadeaux. Arthur croyait que c'était normal. Et c'était normal. C'était ce que tout enfant méritait. Mais Josette n'avait eu que le silence, l'oubli, et un matelas de paille sur lequel personne ne se penchait jamais pour lui souhaiter bonne nuit. Suzanne avait évoqué un autre souvenir qui rongeait Étienne comme de l'acide. Un hiver, elle ne se souvenait plus de l'année exacte, mais c'était pendant la guerre. Josette était tombée malade. Une forte fièvre. Au lieu de se reposer, elle avait continué à travailler, les joues brûlantes, les mains tremblantes. Suzanne l'avait trouvée un soir effondrée dans la réserve, à moitié consciente. Elle avait supplié Suzanne de ne rien dire. « S'il vous plaît, ne dites rien à madame. Si elle pense que je donne du travail, elle me renverra. » Suzanne avait gardé le secret, soigné Josette en cachette avec des tisanes et des linges frais. Mais cette terreur dans les yeux de l'enfant, cette peur d'être vue comme un fardeau plutôt que comme un être humain malade qui avait besoin de soins, cette terreur-là, Suzanne ne l'avait jamais oubliée. Les vêtements de Josette provenaient de dons ou de vieilles robes que personne ne voulait plus. Suzanne se souvenait qu'elle portait toujours la même robe rapiécée, lavée et recousue tant de fois que le tissu était devenu presque transparent par endroits. Un jour, la fille d'un cousin Delcourt, venue passer l'été au manoir, avait reçu 3 robes neuves commandées à Paris. Josette les avait vues accrochées dans l'armoire pendant qu'elle rangeait les chambres. Elle avait passé une main timide sur le tissu, une seule fois, avant de se reprendre et de continuer son travail. Elle savait que ces robes n'étaient pas pour elle, qu'elles ne seraient jamais pour elle. Paul, le boulanger, avait raconté une scène qui avait marqué Étienne profondément. Un matin d'hiver, Josette était venue acheter du pain comme d'habitude. Elle avait compté ses pièces avec soin. Mais il lui manquait 2 centimes. Elle avait rougi de honte, les larmes aux yeux, et s'apprêtait à repartir les mains vides. Paul lui avait donné le pain quand même. « Prends, ce n'est rien. » Mais Josette avait secoué la tête avec une détermination triste. « Non, monsieur. Si je prends sans payer, madame dira que j'ai volé. Et si elle pense que je vole, elle me renverra. » Paul avait glissé le pain dans son panier en disant que c'était un cadeau, pas un vol. Mais dans les yeux de Josette, il avait vu cette résignation terrible des enfants qui savent qu'ils ne méritent rien. En reconstituant cette vie, Étienne réalisa quelque chose de profondément dérangeant. Lui-même, enfant, avait visité cette maison. Il se souvenait maintenant d'une fois, il devait avoir 13 ou 14 ans, en 1938. Ses parents l'avaient emmené déjeuner chez le grand-oncle Armand. Étienne était entré par la grande porte, avait admiré les hauts plafonds, mangé un repas délicieux servi par des mains qu'il n'avait pas regardées. À un moment, il était allé chercher un verre d'eau à la cuisine. Il avait entrevu une petite fille maigre, en robe grise, qui lavait des casseroles dans un grand évier. Elle s'était retournée brièvement, les mains rouges d'eau froide. Leurs regards s'étaient croisés une seconde. Puis elle avait baissé les yeux et continué à frotter. Étienne avait pris son verre d'eau et était reparti sans un mot. Il ne se rappelait même pas avoir pensé à elle après ça. C'était juste une petite bonne. Une présence floue à la périphérie de son monde confortable. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il comprenait que cette petite fille était Josette. Qu'elle avait 9 ans à peine, et qu'il avait fait comme tous les autres. Il avait regardé sans voir. Il avait été complice par son indifférence. La dernière partie de l'histoire de Josette restait floue. Tous les témoins s'accordaient sur un point. Aux alentours de 1945, quand Josette avait 16 ans, il y avait eu un incident. Madame Fournier parlait d'un vase cassé. Paul évoquait une argenterie qui avait disparu. Suzanne, qui n'était plus au manoir à cette époque, avait entendu dire qu'il y avait eu une dispute violente. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé.
Mais une chose était sûre, après cet incident, Josette avait disparu. Certains disaient qu'elle s'était enfuie à l'aube. D'autres affirmaient qu'on l'avait mise dans un train pour la renvoyer à l'institution. Le père Mathieu avait vérifié les registres paroissiaux. Aucune trace de départ officiel. Aucune adresse de correspondance. Rien. Étienne contacta les bureaux de l'assistance publique. Il écrivit des lettres, passa des coups de téléphone. Les archives de l'époque étaient fragmentées. La guerre avait détruit beaucoup de documents. Les dossiers de placement étaient incomplets. On lui répondit qu'il y avait eu des dizaines de milliers d'enfants placés dans des familles françaises entre les années 20 et 50. Beaucoup avaient simplement disparu des registres. Certaines avaient refait leur vie ailleurs. D'autres étaient mortes jeunes dans des conditions difficiles. Impossible de savoir. Le destin de Josette Moreau demeurait un mystère. Une vie effacée comme on efface une tache sur un tapis. Un soir, assis seul dans le grand salon, Étienne regarda autour de lui. Les meubles sombres, les portraits des ancêtres sur les murs, le lustre de cristal couvert de poussière. Tout cela avait été construit sur quoi? Sur le travail de combien de Josette? Combien d'enfants invisibles avaient permis à cette famille de maintenir son image de respectabilité et de confort? Il pensa à son métier d'architecte. Il dessinait des espaces, concevait des pièces, pensait à la lumière, à l'air, à la circulation. Mais jamais il ne s'était demandé qui, dans l'histoire de l'architecture française, avait eu droit à un espace digne et qui avait dû dormir sur la pierre froide des couloirs de service. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il descendit au réduit avec une lampe à pétrole. Il s'assit par terre, à l'endroit exact où Josette avait dû s'allonger des milliers de nuits. Le froid de la pierre traversait son pantalon. L'obscurité était totale quand il éteignit la lampe. Pas une lueur, pas un bruit réconfortant. Juste le vide. Il resta là 1 heure entière, tremblant de froid et de rage. Contre ses ancêtres. Contre la société qui avait permis ça. Contre lui-même pour avoir regardé sans voir. 2 jours plus tard, un notaire de Paris l'appela. Un acheteur était intéressé par le manoir. Un riche Parisien qui cherchait une maison de campagne. Il offrait un prix généreux. Étienne pourrait rembourser ses dettes, assurer l'avenir de son fils, vivre confortablement. Il suffirait de signer, de tourner la page, d'oublier. Étienne se tenait dans le réduit, le contrat de vente dans une main, la lampe à pétrole dans l'autre. Il regarda le matelas de paille. Il imagina Josette à 8 ans, se couchant là pour la première fois, terrorisée. Puis à 12 ans, épuisée après 16 heures de travail. À 15 ans, pleurant en silence pour que personne n'entende. Si je vends, ce sera transformé en salon de thé ou en chambre d'amis. Personne ne saura jamais. La pierre sera recouverte de parquet ciré. Le souvenir sera effacé comme si rien ne s'était passé. Mais si je transforme cet endroit, si je le change en ce qu'il aurait toujours dû être, peut-être qu'une future Josette ne dormira pas par terre. Il sortit du réduit, monta dans le grand salon et déchira lentement le contrat de vente. Les morceaux tombèrent comme des feuilles mortes sur le tapis perçant poussiéreux. Il appela Catherine à Paris le lendemain matin. Elle écouta en silence pendant qu'il expliquait sa décision. « Nous ne vendrons pas. Je vais transformer cette maison. Je vais réparer ce qui peut l'être. » Catherine ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix douce, elle murmura simplement « Fais ce que tu dois faire. » Les semaines suivantes furent difficiles. Étienne rencontra l'association locale d'aide aux jeunes travailleuses, dirigée par mademoiselle Dubois, une femme sévère d'une 50aine d'années, qui avait consacré sa vie à aider les filles sans ressources. Quand Étienne lui exposa son projet, elle le regarda avec suspicion. « Encore un bourgeois qui veut se donner bonne conscience », dit-elle sèchement. « Combien de temps avant que vous vous lassiez et que vous vendiez tout à un promoteur ?» Étienne encaissa le coup. Il comprenait sa méfiance. Il lui montra les plans qu'il avait dessinés. La transformation complète de l'aile de service. Des chambres dignes avec fenêtres, chauffage, meubles solides. Des contrats formels, des loyers symboliques. Mademoiselle Dubois étudia les plans longuement. Puis elle leva les yeux. « D'accord, mais si vous abandonnez ces filles,
Je ferai en sorte que toute la ville sache quel genre d'homme vous êtes. » Les travaux commencèrent en mai. Étienne vendait les meubles anciens du salon, pièce par pièce, pour financer la rénovation. Certains cousins Delcourt l'appelèrent, furieux. « Tu déshonores le nom de la famille. Tu transformes un manoir respectable en auberge pour filles perdues. » Étienne répondit calmement qu'il préférait déshonorer un nom que perpétuer une injustice. Les coups de téléphone cessèrent, mais le silence qui suivit était lourd de réprobation. Les ouvriers regardaient Étienne avec curiosité. Pourquoi dépenser autant pour rénover les quartiers de service alors que les salons nobles tombaient en ruine? Il ne répondait pas. Il supervisait chaque détail. Dans le réduit où Josette avait dormi, il fit d'abord abattre le mur donnant sur la cour arrière. Une fenêtre fut installée, large, laissant entrer la lumière naturelle pour la première fois en plus de 50 ans. Le sol de pierre fut recouvert d'un plancher de bois simple mais chaud. Un petit radiateur fut fixé au mur. Une vraie cama avec un matelas correct, un oreiller moelleux, des draps propres. Une table avec une chaise, une lampe de chevet, des crochets solides pour suspendre des vêtements, une étagère pour des livres ou des objets personnels. Mais Étienne fit quelque chose que personne ne comprenait. Il demanda aux ouvriers de fixer le vieux matelas de paille contre le mur latéral, protégé par une vitre comme dans un cadre. En dessous, il fit graver sur une petite plaque en laiton, pour celles qui ont dormi derrière la cuisine sans être vues. Mademoiselle Dubois, en voyant cela lors d'une visite du chantier, resta silencieuse longtemps. Puis elle hocha la tête lentement. C'est bien. Il ne faut pas oublier. Les travaux durèrent 5 mois. Étienne vida presque entièrement le compte d'héritage. Il dut vendre sa voiture à Paris pour payer les dernières factures. Mais en octobre 1958, les chambres étaient prêtes. 5 chambres au total, toutes avec fenêtres, chauffage, lit décent, petits espaces privés. Mademoiselle Dubois amena les premières candidates. Marie Lefebvre avait 18 ans. Apprentie couturière dans un atelier du centre-ville, elle vivait depuis 2 ans dans une mansarde glaciale qu'elle partageait avec 2 autres filles. Quand elle entra dans la chambre qu'on lui proposait, celle qui avait été le réduit de Josette, elle s'arrêta net en voyant le matelas de paille encadré sur le mur. Elle lut la plaque. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma grand-mère dormait dans un endroit comme ça », murmura-t-elle. Elle travaillait dans une grande maison à Lyon. Elle racontait qu'elle avait peur du froid de la pierre, sous ses pieds nus. Sylvie Moreau avait 19 ans et travaillait dans une usine textile. Pas de lien de parenté avec Josette, juste le même nom de famille, un des plus courants en France. Elle toucha le lit avec une sorte de révérence. « Je n'ai jamais eu de chambre à moi », dit-elle simplement. « Jamais dans toute ma vie. » Léa Rousseau, 17 ans, étudiait le soir après ses journées comme vendeuse. Elle regarda Étienne avec une intensité troublante. « On n'oubliera pas pourquoi cet endroit existe », dit-elle d'une voix ferme. Étienne ne fit pas de discours. Il leur tendit simplement les clés. « Les chambres sont à vous. Il y a des serrures. Vous décidez qui entre. » Les 3 jeunes femmes regardèrent les clés dans leurs mains comme si c'était de l'or. Pour la première fois de leur vie, elles avaient un espace privé, protégé, qui leur appartenait vraiment. Marie glissa la clé dans la poche de sa robe et la pressa contre sa poitrine. Ce soir-là, Étienne resta un moment dans le couloir. Par la fente sous la porte de Marie, il voyait la lumière allumée. Il entendait le craquement du lit quand elle s'asseyait. Le bruit d'un tiroir qu'on ouvre, le froissement de papier. Elle écrivait peut-être une lettre, ou simplement notait ses pensées dans un carnet. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas de joie. Elle était juste là, concentrée, installée. Elle était chez elle. Les premières semaines ne furent pas simples. Sylvie eut du mal à payer son loyer le 2e mois. Son usine avait réduit ses heures. Mademoiselle Dubois intervint, négocia un délai, trouva un travail supplémentaire pour Sylvie le week-end. Léa et Marie eurent une dispute bruyante à propos de qui devait nettoyer les espaces communs. Étienne dut établir un tableau de rotation. Les voisins se plaignaient parfois du bruit. Des jeunes filles qui vivaient seules, sans chaperon strict, cela dérangeait encore certaines mentalités de la ville. Un jour, un commerçant dit à Étienne que c'était bien beau de jouer les bienfaiteurs, mais que ces filles allaient attirer des problèmes. Étienne le regarda droit dans les yeux.
Ces filles travaillent dur, paient leur loyer et méritent un toit décent. Si cela vous dérange, c'est votre problème, pas le leur. Le commerçant tourna les talons, vexé. Mais il y eut aussi des moments de grâce. Paul, le boulanger, commença à offrir du pain frais à prix réduit aux locataires de l'ancienne aile de service. Madame Fournier, rongée par des années de remords, proposa des cours d'alphabétisation gratuits pour celles qui en avaient besoin. Suzanne, l'ancienne employée, maintenant très âgée, demanda à Étienne si elle pouvait venir voir les chambres. Quand elle entra dans celle de Marie, elle pleura en silence devant le contraste entre le matelas de paille encadré et le vrai lit juste en dessous. « J'aurais dû faire quelque chose à l'époque », répéta-t-elle. Étienne posa une main sur son épaule. « Vous faites quelque chose maintenant. Vous êtes ici. Vous témoignez. C'est déjà beaucoup. » Un soir de novembre, 3 mois après l'ouverture des chambres, Étienne reçut une lettre manuscrite glissée sous sa porte. C'était Marie qui écrivait. Elle remerciait Étienne pour la chambre, mais surtout pour le matelas de paille sur le mur. « Parce qu'il m'empêche d'oublier d'où je viens », écrivait-elle, « et il me rappelle que je ne suis pas seule, que d'autres avant moi ont souffert, et que maintenant on peut dormir dans un vrai lit. » Étienne plia la lettre soigneusement et la rangea dans sa poche. Il descendit au réduit transformé, celui où Josette avait passé 8 ans de sa vie. Il resta là un moment, debout devant la fenêtre nouvellement installée qui donnait sur la cour. La lumière de la lune entrait, éclairant doucement la pièce. Il murmura quelque chose que personne n'entendit, sauf peut-être les murs qui gardent la mémoire des lieux. Ici, on ne dort plus par terre. 2 ans passèrent. Le manoir Delcourt ne ressemblait plus à ce qu'il avait été. Les salons nobles restaient fermés, figés dans leur grandeur poussiéreuse. Mais l'aile de service vibrait de vie. Les 5 chambres étaient occupées en permanence. Marie avait terminé son apprentissage et travaillait maintenant comme couturière indépendante dans un petit atelier en ville. Sylvie avait trouvé un meilleur poste dans une entreprise de textile. Léa avait réussi son certificat d'études et enseignait aux enfants du quartier ouvrier. De nouvelles jeunes femmes arrivaient quand d'autres partaient. Chacune signait un contrat formel. Chacune recevait sa clé. Chacune découvrait le matelas de paille encadré sur le mur et la petite plaque en laiton. Et chacune comprenait sans qu'on ait besoin d'expliquer longuement. Cet endroit avait été un lieu d'injustice. Il était devenu un lieu de réparation. Étienne ne retrouva jamais Josette. Il écrivit à toutes les institutions possibles, contacta des assistantes sociales dans plusieurs départements, plaça même une petite annonce dans les journaux régionaux. Recherche Josette Moreau, née vers 1929, ayant vécu près de Poitiers entre 1937 et 1945. Personne ne répondit. Le destin de Josette restait une question sans réponse. Était-elle encore vivante quelque part, sous un autre nom, ayant refait sa vie loin de ses souvenirs douloureux? Était-elle morte jeune, usée par une vie de travail difficile? Personne ne le saurait jamais. Cette incertitude pesait sur Étienne. Il aurait voulu s'excuser, dire à Josette que ce qui lui était arrivé n'était pas juste, que quelqu'un se souvenait, que quelqu'un essayait de réparer. Mais cette conversation n'aurait jamais lieu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'assurer que l'histoire ne se répète pas. Un jour de printemps en 1960, Mademoiselle Dubois vint voir Étienne avec une proposition. D'autres propriétaires dans la région commençaient à poser des questions. Ils voulaient en savoir comment transformer leur propre dépendance de service en logement décent pour les travailleuses. Mademoiselle Dubois suggéra qu'Étienne dessine des plans types, qu'il partage son expérience. Étienne accepta. Il commença à travailler sur un projet plus large, utilisant ses compétences d'architecte pour concevoir des logements sociaux dignes. À Paris, sa pratique professionnelle changea. Il refusait maintenant les projets de luxe où les chambres de service étaient des arrière-pensées minuscules. Il se spécialisait dans l'habitat social, dessinant des espaces où chaque personne, quel que soit son statut, avait droit à la lumière, à l'air, à la dignité. Ses collègues trouvaient cela idéaliste. Étienne répondait simplement qu'un architecte qui ne pense pas à qui va habiter ces espaces n'est qu'un dessinateur de façade. La photographie du matelas de paille, celle prise au début des années 50, Étienne la conservait dans un cadre simple sur son bureau.
pas pour la montrer, pas pour s'en vanter, mais pour ne jamais oublier ce qui se cachait derrière les belles façades. Quand des clients demandaient pourquoi il insistait tant sur les chambres de service, il montrait parfois la photo. « Quelqu'un dormait là », disait-il simplement. Sur la pierre, dans le noir, pendant que d'autres dormaient dans des lits moelleux à l'étage. Nous pouvons faire mieux. Un après-midi d'automne en 1962, Marie revint au manoir. Elle n'habitait plus là depuis 1 an, ayant économisé assez pour louer un petit appartement en ville. Mais elle voulait montrer quelque chose à Étienne. Elle avait apporté un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, une courte pointe qu'elle avait cousue elle-même. Elle était faite de morceaux de tissus divers, certains neufs, d'autres récupérés. Au centre, brodé en fil doré, un message simple. On se souvient. Marie expliqua qu'elle voulait que cette courte pointe reste dans la chambre qui avait été celle de Josette, pour que chaque nouvelle locataire sache qu'elle faisait partie d'une continuité. Que son histoire comptait, que personne n'était invisible ici. Étienne accepta avec émotion. La courte pointe fut placée sur le lit. Le matelas de paille encadré sur le mur. La courte pointe sur le lit. Le passé et le présent côte à côte. Les années continuèrent. Étienne vieillit. Ses cheveux grisonnèrent. Son fils Arthur grandit et devint étudiant en sociologie, fasciné par les questions de justice sociale. Catherine restait son roc, sa conscience tranquille dans les moments de doute. Le manoir Delcourt ne devint jamais célèbre. Aucun article de journal ne parla de sa transformation. Mais dans la petite ville près de Poitiers, tout le monde savait. Les jeunes femmes qui y avaient vécu en parlaient avec reconnaissance. Les anciennes habitantes revenaient parfois, amenaient leurs filles, racontaient comment un simple toit décent avait changé leur trajectoire. Paul, le boulanger, mourut en 1965. Dans son testament, il laissa une petite somme pour financer des bourses d'études pour les habitantes de l'ancienne aile de service. Madame Fournier continua ses cours d'alphabétisation, jusqu'à ce que ses mains tremblantes ne puissent plus tenir la craie. Suzanne s'éteignit paisiblement en 1967, mais avant de partir, elle avait écrit un témoignage complet sur ce qu'elle avait vu au manoir Delcourt dans les années 40. Ce témoignage fut archivé dans les collections locales, un document sobre mais précieux sur la réalité des placements d'enfants à l'époque. En 1970, 12 ans après avoir hérité du manoir, Étienne reçut une lettre étrange. Elle venait d'une femme âgée vivant en Normandie. Elle avait lu la petite annonce qu'Étienne avait placée des années auparavant dans un vieux journal. La lettre disait « Je ne suis pas Josette Moreau, mais j'ai été comme elle, placée dans une famille bourgeoise à 8 ans, dormant dans un réduit sans fenêtre, travaillant jusqu'à l'épuisement. Je voulais juste vous dire merci, merci de vous souvenir. Parce que la plupart des gens préfèrent oublier. » La lettre n'était pas signée. Étienne plia la lettre et la rangea avec la photographie. Il comprit alors que Josette était devenue plus qu'une personne. Elle était devenue un symbole. Le symbole de toutes ces enfants invisibles qui avaient soutenu des maisons entières sur leurs épaules fragiles. Le symbole de toutes ces vies effacées que personne ne cherchait à retrouver. Et le manoir Delcourt, avec ses 5 chambres modestes et son matelas de paille encadré sur le mur, était devenu un lieu de mémoire vivante. La photographie en noir et blanc, celle du matelas de paille derrière la cuisine, resta toujours sur le bureau d'Étienne. Jamais dans un musée, jamais dans une exposition publique. Elle restait là, privée, personnelle, comme un rappel quotidien. Quand Étienne mourut en 1983, son fils Arthur hérita du manoir et de la photographie. Il continua le travail de son père. Les chambres restèrent ouvertes aux jeunes travailleuses. Le matelas encadré resta sur le mur. Et la mémoire de Josette, même si son destin exact demeura inconnu, continua de vivre dans chaque jeune femme qui ouvrait sa porte avec sa propre clé et se disait « Ici, je suis chez moi ». Parce qu'au fond, c'était peut-être ça, la vraie réparation. Pas effacer le passé, pas prétendre qu'il n'avait pas existé, mais transformer la douleur en vigilance, la honte en responsabilité, l'injustice en dignité. Josette n'avait jamais eu de chambre, mais grâce à elle, des centaines d'autres l'auraient, et ça, personne ne pourrait jamais l'effacer.
Dans cette histoire fictionnelle inspirée de réalités longtemps tues, une vérité demeure. La dignité ne devrait jamais dépendre du silence d'un enfant ou de l'aveuglement des adultes. Étienne nous montre que réparer ne signifie pas gommer le passé, mais le regarder en face et faire enfin mieux que ceux qui nous ont précédés. Parfois, la vraie justice n'est pas spectaculaire, elle est discrète, patiente et commence par une seule décision courageuse. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir sur la responsabilité que nous portons envers les plus vulnérables? Avez-vous déjà découvert un secret familial qui a changé votre manière de voir votre propre histoire? Quelles traces pensez-vous que les lieux que nous habitons gardent de celles et ceux qui y ont vécu avant nous? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires le mot « lumière » pour montrer que vous croyez, vous aussi, que même les coins les plus sombres peuvent être transformés. Dites-nous également de quelle ville vous venez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir d'un grand-parent ou d'un aïeul. Ces récits peuvent inspirer de nouvelles vidéos et préserver des fragments précieux de notre mémoire collective. Merci d'être là, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de cliquer sur les vidéos qui apparaissent à la fin pour continuer ce voyage à travers les histoires qui nous relient.